Et ça, la taille de l'atome, ça va permettre de déduire deux autres grandes caractéristiques, l'énergie d'ionisation puis l'affinité électronique. Ça, j'aurais peut-être dû commencer par vous enseigner ça dans le premier cours, mais il me semble que ça aurait été rough. Mais ils sont fondamentales. Ce sont des données qu'on peut aller chercher dans un laboratoire, contrairement à, mettons, l'électronégativité. L'électronégativité, ça se calcule, alors que l'énergie d'ionisation, ça se mesure. L'énergie d'ionisation, c'est l'énergie nécessaire pour arracher un électron d'un atome. Donc, tu chauffes de plus en plus ou tu augmentes ta différence de potentiel dans un courant électrique, puis tu regardes l'énergie nécessaire pour arracher le premier électron. Donc, ça, c'est l'énergie d'ionisation 1 d'un atome. Fait que, par exemple, le bar, pour arracher son premier électron, donc celui-là, il est non apparié, il est dans une orbitale P, il n'est pas attiré par grand monde, fait que ça va être assez facile à arracher. Dans son cas, c'est 801 kJ par mol. Fait qu'on l'arrache. La P est arrachée, il n'y a plus de P dans votre bar. Arracher ce deuxième électron-là, ça va être plus difficile parce qu'il est apparié à l'intérieur d'une sous-couche avec un autre électron. Fait que ça ne sera pas dans les centaines de kilojoules, ça va être dans les milliers de kilojoules qu'il va falloir investir pour arracher cet électron-là. Donc l'énergie d'ionisation seconde. Pour arracher le troisième électron, ça va être assez similaire à l'énergie qu'il va falloir arracher. On va être encore dans les milliers, l'énergie qu'on va avoir investi pour arracher l'électron. Il n'est plus apparié avec personne, sauf que le bar en ce moment est rendu 2+. Positif, ça attire les électrons, donc il faut investir encore plus d'énergie pour arracher les électrons. Fait qu'à chaque fois qu'on arrache des électrons, l'atome devient de plus en plus positif et donc ça demande de plus en plus d'énergie à arracher des électrons. Fait que pour arracher le troisième électron, donc le I3, ça va demander quelque chose de similaire, 3660 kJ par mol. Bang! On n'a plus que des électrons à la couche 1, beaucoup plus proche du noyau. Là, il faut investir beaucoup d'énergie pour arracher tous les électrons. Ils sont super proches de du proton qui est positif, des protons qui sont positifs. Fait que là, c'est plus des centaines de kilojoules ou des milliers de kilojoules, ça va être des dizaines de milliers de kilojoules qu'il va falloir investir pour les arracher. En plus que, flûte, on est en train de briser la paire d'électrons dans l'orbitale, qui est aussi la sous-couche et qui est aussi la couche. Dans le cas de la 1S, c'est à la fois une sous-couche parce que toute la S est là, une orbitale parce que c'est juste une case, et une couche parce que, Caroline, il y a juste une 1S. C'est la couche, au niveau 2, c'est la 2S2, 2P1, et la couche 1, c'est juste la 1S2. Fait qu'il faut investir beaucoup d'énergie pour arracher le quatrième électron, et quelque chose de similaire pour arracher le dernier électron. Fait que chaque atome a leur propre énergie d'ionisation, et ils ont leur propre énergie d'ionisation pour chacun de leurs électrons. Et on peut prédire leur énergie d'ionisation selon les cases quantiques. Donc le premier était relativement facile à arracher parce qu'il était non apparié, tout seul dans sa P, et on n'avait pas stabilisé une sous-couche, comme par exemple dans le chrome ou dans le cuivre. On avait stabilisé notre sous-couche en la complétant au complet. Là, ça demanderait beaucoup d'énergie à arracher ça. Là, la P, l'électron est tout seul. Personne l'aime, c'est facile pour lui de faire déguerpir de l'atome. Alors que le prochain, même s'il est au niveau 2 aussi, il faut investir pas mal plus d'énergie. Donc, les SPDF, les cases quantiques, permettent d'expliquer tout ça. Puis, l'énergie d'ionisation, ça a l'air pathétique un peu comme ça, là, ça n'a pas l'air super utile. Mais rappelez-vous que l'électronégativité, qui, elle, est super utile pour savoir si une molécule est polaire ou non, c'est un calcul qui provient de l'énergie d'ionisation et de l'affinité électronique. Donc, il fallait être capable de déduire c'est quoi l'énergie d'ionisation, entre autres, pour calculer c'est quoi l'électronégativité. Fait que ça va être proportionnel, finalement. Plus l'énergie d'ionisation est grande, plus il veut garder ses électrons, plus il faut investir pour arracher les électrons, donc plus l'électronégativité est grande. C'est un peu ça. Fait que l'énergie d'ionisation, c'est donc une des deux mesures qu'on peut faire en laboratoire pour arriver à l'électronégativité. D'où c'est si important, l'énergie d'ionisation. Fait que plus on s'en va à droite dans le tableau périodique, plus l'énergie d'ionisation première est grande. Parce que plus on s'en va à droite, plus l'atome est petit. Plus l'atome est petit, il pelaille. Ça veut dire que l'électron est de plus en plus proche du proton, des protons, fait que c'est de plus en plus difficile d'essayer d'arracher un électron. Vous me suivez?
C'est la même chose aussi de bas en haut. Plus l'atome est gros, ben plus les électrons sont loin du noyau, donc plus c'est facile à arracher. Plus l'atome est petit, plus c'est difficile à arracher. Il y a des exceptions, de jolies exceptions. Il me semble que dans le coin du soufre et du phosphore, il y a des exceptions là, parce que justement, vous êtes en train de compléter la paix. Lorsque vous complétez une paix, ça la stabilise grandement. Fait que si vous voulez arracher un électron, ça va être pas mal plus difficile à arracher. Vous ne respecterez pas la règle générale que plus vous allez en haut à droite, plus l'énergie d'ionisation première va être grande.